Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vendredi 24 janvier 2025, une rencontre était organisée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse autour du coffret Mondo Movies, édité chez Potemkin Film, avec 4 Blu-ray emblématiques du genre, ainsi que l'ouvrage Reflet dans un œil mort, épuisé depuis 2010, un vinyle et 2 affiches. En présence des journalistes et essayistes Maxime Lachaud et Sébastien Guéraud, et des 2 programmateurs de la Cinémathèque de Toulouse, Franck Lubé et Frédéric Thibault. Merci d'abord à Hélène et Christian de nous inviter. Donc, on est là pour célébrer un peu la sortie du coffret Mondo Movies que vous avez vu à l'entrée et aussi la sortie en parallèle du livre qui est aussi dans le coffret qui s'appelle Reflet dans un œil mort, qui est un livre qui était paru il y a 15 ans, qui a été vite épuisé, qu'on a totalement retravaillé, augmenté. Donc, j'ai coécrit avec Sébastien Guéraud à mes côtés. Et pour cette nouvelle édition, on a eu des nouvelles plumes qui se sont rajoutées, dont celle de Franck Lubé et Frédéric Thibault, qui sont aussi programmateurs à la Cinémathèque de Toulouse. Mais je pense que tout le monde vous a déjà vu. Donc voilà, merci beaucoup d'être là. Et du coup, on va, pour se mettre un peu dans le bain et pour commencer par la base, je veux dire, on va faire un petit tour de table peut-être. Mais peut-être qu'est-ce que c'est le cinéma mondo, parce que c'est un peu oublié aujourd'hui. Ça a connu plutôt son heure de gloire dans les années 60-70. Peut-être comment vous avez découvert ce cinéma mondo. Parce qu'il faut savoir que la Cinémathèque de Toulouse est la seule. Parce qu'il y a eu une rencontre à Paris avec Jean-François Roger, qui est le programmateur de la Cinémathèque française à Paris. Et eux, à Paris, passent très très peu de mondo et n'ont jamais fait de rétrospective, ce qu'ont fait la Cinémathèque de Toulouse. Alors c'était un petit peu particulier, c'était pour le Festival Extrême Cinéma. Alors moi, c'était pas ma première rencontre avec le Mondo. Mondo, c'est une très longue histoire pour moi. Tu nous le raconteras aussi. Ce festival qui existe encore et qui est en sommeil, puisque la Cinémathèque de Toulouse est en travaux, voilà. Donc on reviendra dès que nous aurons nos nouveaux locaux. À un moment donné, c'est mis très en colère et on a voulu torpiller le festival. Véritablement le suicider. Voilà. Donc c'était un peu bizarre comme geste de programmation, mais c'était vraiment notre intention. Et on a dit qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut programmer en fait pour torpiller un festival pour qu'il n'y ait personne dans les salles. Je précise que c'était en 2007. C'était 2007, ouais. Mai 2007. Donc on a dit on va passer du mondo movie, qui est un petit peu le vilain petit canard du cinéma de genre. Et encore je suis gentil. C'est des films qui sont très 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 peu programmés. Comme l'a dit Max, le pic du mondo a été dans les années 60-70. Alors qu'est-ce que c'est que le mondo ? On en donne aujourd'hui une définition qui est finalement assez stricte, qu'il faudrait peut-être élargir. Ce sont des vrais faux documentaires, des faux vrais documentaires. Donc c'est une espèce de zapping encyclopédique où vous allez passer d'un rite initiatique dans la jungle africaine à un club de striptease à Paris et à une opération de changement de sexe en Allemagne. Le tout est, on va dire, relié par un commentaire soi-disant très très érudit. Il y en a eu d'ailleurs des très très érudits. Il y a Alberto Moravia qui a écrit en commentaire pour les derniers cris de la savane, qui est un formidable mondo. Beaucoup de grands acteurs. Ces vrais faux documentaires qui sont à la fois, il faut le dire, sensationnalistes, qui flirtent avec l'exotisme, qui flirtent avec le racisme, on peut le dire aussi, qui sont parfois très 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 extrêmes, qui adorent l'association Eros-Thanatos. C'est-à-dire, évidemment, on associe la mort et le sexe, c'est un peu les deux pics du mondo pour moi. Ce qu'il y a d'intéressant, après je reviendrai très vite sur la programmation extrême, ce qu'il y a vraiment d'intéressant avec le mondo, c'est cette manipulation d'image en fait. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux ? Ça, c'est assez marrant, puisqu'aujourd'hui, on a un œil de spectateur qui est particulièrement aiguisé. Mais à une époque, c'était pas du tout ça. Il y a des gens très, très, très sérieux qui se sont plantés sur des films mondos. C'est à mourir de rire, notamment la Revue du cinéma, toujours sur les derniers cris de la savane. Pour exemple, il y a un touriste qui se fait dévorer par un lion. Si vous voyez la séquence aujourd'hui, vous voyez très bien que tout est faux.
tout est faussé. Pourquoi ? Parce que cette séquence, vous avez une échelle de plan, vous avez évidemment des changements de cadre, etc. On voit très 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 bien ce qui est bidonné. À l'époque, donc, ce critique dont j'ai oublié le nom dans la revue du cinéma a dit cette séquence c'est abominable de montrer des choses vraies comme ça. Et c'est formidable parce que qu'est-ce qui faisait la véracité de la séquence à l'époque ? C'était le bruit du projecteur. On avait mis un bruit du projecteur sur des images de Super 8. Et avec un carton, bien sûr, en vous prévenant que la séquence qu'il allait y avoir avait été des images qui avaient été retrouvées. Donc, c'est assez fascinant et c'est pour ça que moi, personnellement, j'aime bien regarder des mondos parce que finalement, ça nous en apprend sur aujourd'hui avec tout le flot d'images, etc. qui nous arrive. Donc voilà, toujours la question à se poser, c'est qu'est-ce qui fait la véracité d'une image ? Donc, on a essayé de torpiller Extreme Cinéma avec ces Mondo Movies. On en a passé de très durs, notamment Adieu Afrique. J'étais très content de passer celui-là en 35 mm. Mais on n'a pas réussi Qui est dans le coffret. Ouais, qui est dans le coffret, qui est un film qui est complètement incroyable. On n'a pas réussi à torpiller le festival, mais en tout cas, vous étiez là. Vous étiez les seuls. On était deux. Voilà, ils étaient deux dans la salle tout au long du festival. Et si ça a pu déclencher quelque chose ou vous aider pour le formidable bouquin, ben moi, j'en suis ravi. Voilà, j'ai trop parlé. Allez. Le seul truc peut-être que je pourrais ajouter par rapport à la programmation, parce qu'il me semble que c'est quelque chose... Alors, pardon, j'ai pas lu la nouvelle version, mais il me semble que c'était quelque chose que vous abordiez quand même dès le départ. C'était sur cette question du genre, bon genre ou mauvais genre. C'est ce qu'on avait fait aussi dans le festival. Si je me rappelle bien, il y avait des mondos purs et durs. On était allé ensuite sur des films qui peuvent être de fiction, mais qui jouent sur le vrai, le faux. Et surtout, on avait monté une séance comme un mondo. Et du coup, on avait mis des films qui sont pas forcément considérés comme des mondos. De tête comme ça, je vais oublier des choses, mais il y avait un nudisme. Il y avait un film avec des nudistes, il y avait un Jean Rouch et il y avait un Stan Brakhage filmé dans une morgue. Et le sang des bêtes de Franju, qui sont en fait des films. Alors le Stan Brakhage ou le Franju, des films nobles. Voilà, c'est des films qui, pour le coup, ont vraiment pignon sur rue, des cinéastes qui sont reconnus, des films documentaires qui sont acclamés, etc. Et nous, on les a mis ensemble avec d'autres films et en disant, bah finalement, un mondo, c'est ça. C'est le côté encyclopédique, on avait fait ce montage-là. Et ça, je me rappelle, ça, j'étais assez content qu'on ait monté en fait cette séance, qui était aussi une manière de poser la question que vous avez travaillé de manière vraiment érudite. Pour nous, c'était la proposition d'une expérience, mais qui posait toute la question derrière de qu'est-ce qui est acceptable ou pas et jusqu'à quel niveau. Et c'est même intéressant parce qu'à l'époque, quand on l'a fait, Le sang des bêtes, par exemple, c'était un film intouchable. Voilà, c'est Franju, c'est un documentaire exceptionnel, etc. Le sang des bêtes, en fait, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un documentaire avec un commentaire très poétique dans les abattoirs. Vraiment, avec des animaux qui sont abattus, c'est violent. Et aujourd'hui, c'est un film qui est beaucoup plus difficile à présenter pour les questions de torture envers les animaux. Donc, c'est un film qui peut poser des questions pour un public actuel, et c'était pas le cas à l'époque. Il y avait aussi un phénomène, c'est qu'on s'est très vite aperçu qu'il y avait une sorte de double discours qui était constant, notamment dans la critique des années 60, qui était extrêmement dogmatique sur ce qu'il faut faire et ne pas faire, avec toute la critique post-André Bazin, etc., où ils arrivaient avec des dogmes comme ça qui étaient extrêmement binaires. Il y avait le méchant documentaire et le bon, il y avait la phrase là, de Danet, l'âge mature du cinéma, enfin tous ces trucs-là. Et c'est vrai qu'on s'apercevait qu'il y avait constamment une sorte de double discours, pour pas dire une hypocrisie, qui consistait à tamponner des documentaires comme étant du bon côté, d'autres étant du mauvais côté. Et le Mondo, je me souviens à l'époque où on avait commencé à écrire dessus, c'était aussi quelque chose qui était, alors peut-être parce que je sortais d'une école de cinéma, donc on m'avait beaucoup effectivement parlé de le côté le bon, le mauvais, le côté binaire critique qui était imposé au cinéma. Et le Mondo avait cette particularité, c'est qu'il interrogeait le rapport à la morale, le rapport à l'image, le rapport à ce qui est... comme quoi on s'aperçoit que Terre sans pain, on a le droit d'abattre des animaux, que personne ne le conteste, que quand Cannibal Holocaust, quand Deodato le fait dans Cannibal Holocaust, c'est scandaleux, c'est inadmissible. Qu'est-ce qui fait que dans un cas c'est admirable et c'est de l'art, dans l'autre cas ça n'en est plus, c'est de l'exploitation. Qu'est-ce que c'est sinon une idéologie ? Qu'est-ce que c'est sinon, je dirais, un tampon donné par une critique qui décrète que ça c'est faisable et ça ne l'est pas. Terre sans pain, qui est un documentaire de Louise Buñuel. Pour recadrer. Cinéaste intouchable. Et donc c'est vrai que le Mondo avait cette particularité, ça obligeait le spectateur à mobiliser toute une faculté critique, et ça nous obligeait, nous, à nous remettre en question, d'autant plus qu'on avait commencé le livre, on était en 2007, et on l'a terminé en 2010, et c'est sûr qu'évidemment, à l'époque, il y avait très très peu de documents qui existaient sur le sujet. En 2025, la question reste posée. Mais
À chaque époque, le curseur se déplace. Je dirais la maltraitance animale, évidemment, c'est toujours un curseur très très sensible, qui renvoie le monde aux oubliettes de la bien-pensance, de la morale. Mais en réalité, on s'aperçoit que ces curseurs ont constamment bougé et que le mondo, quelque part, encore une fois, c'est un cinéma qui appelle, ce que j'appelle un niveau de voyeurisme élémentaire, mais en même temps aussi qui nous pousse en fait, ça nous pose la question du cinématographe, tout simplement. Qu'est-ce qui fait l'essence du cinématographe ? On a fait du mondo quasiment dès la naissance du cinématographe. Je dirais même au-delà en fait de la question du cinématographe, c'est plutôt la pulsion des spectateurs. Je crois que c'est là où c'est un genre qui est passionnant parce qu'il pose des questions morales. Donc nous, spectateurs, aussi on peut se poser ces questions-là, mais en même temps, on y va. On a envie de voir. Et ça, je trouve que ça va toucher peut-être les pulsions et tout ce qui peut être de l'ordre du refoulé, etc., de nous, spectateurs. Et comme tu dis, du coup, ça rejoint la position du cinématographe, et ça, depuis le début, parce que pour moi, le rapport au mondo, c'est-à-dire le rapport à la fois qui peut être de rejet complet ou d'attirance, ça vient du tout début du cinéma. En gros, Edison, il a filmé, il essaie de filmer une électrocution de l'éléphant. Et c'est quelque chose qui est filmé, je sais pas, c'est avant les années 1900. Je me rappelle plus les dates exactement, mais je crois que c'est 1903 ou 1903. Bon voilà, mais c'est au tout début. Et au-delà du fait là de filmer c'est dans le côté exploitation. Il y a un autre exemple qui sont les films du docteur Doyen. Doyen était un chirurgien dans les années 10 et années 20. C'est un chirurgien qui est vraiment à la pointe, qui crée des instruments de chirurgie, des techniques d'opération, etc. Et il est tellement à la pointe que, à l'époque, ce qui est vraiment un outil tout à fait nouveau, c'est le cinéma. Et en fait, il filme des interventions chirurgicales pour ensuite les présenter à des étudiants pour montrer en fait ces techniques, comment on opère. Et il y a une de ces opérations qui a été filmée qui est la séparation de deux sœurs siamoises. C'est Radhika et Doudika. Radhika et Doudika, qui étaient deux sœurs siamoises, elles étaient reliées par le flanc. Et donc il les a détachées. Ça s'est mal passé, elles sont décédées. Des suites de l'opération. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a retrouvé sous une tente dans une foire. En fait, il y avait des diffusions de l'opération de séparation de Radhika Doudika. Et en fait, ça a créé un vrai scandale à l'époque. Et je crois même que Doyen a été limite interdit d'exercer parce que en fait, ce film a été exploité et en fait, le film il a été volé par, je crois que c'était un de ses assistants et qu'il a revendu en fait à des forains. Et les forains, ils montraient ça sous un chapiteau et les gens ils venaient parce qu'ils voulaient voir ça en fait quoi. Parce que c'est le grand 8 quoi. C'est quelque chose qui est vrai, ça nous touche directement dans le corps et c'est le grand frisson. Pour moi, c'est vraiment là où on touche à ce que va être vraiment le mondo, c'est-à-dire l'exploitation. Et à un moment donné, on est sur quelque chose de scientifique, mais ce film scientifique, cette gageure scientifique, on la détourne complètement pour aller vers le sensationnel. Et ça, c'est le cinéma, l'idée d'exploiter, c'est-à-dire même des images qui ne sont pas faites pour être montrées à un public lambda, en fait, on les détourne pour le montrer à un public. Tout ça pour faire du business, mais en même temps, pour qu'il y ait du business, il faut qu'il y ait du public. Et donc, on est forcément complice, parce qu'on est attiré aussi par des choses qui peuvent nous révulser. Et ça, je pense que, moi, c'est mon point de vue, c'est comme ça que je le ressens, à la fois mon attirance et mon rejet du mondo, parce que ça me met face à des choses qui me font frissonner pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Et c'est peut-être la base du cinéma, finalement. Pourquoi on va au cinéma ? C'est pour ça, en fait, quoi, pour cet effet cathartique qu'il peut y avoir à travers la représentation. Sauf que là, on parle d'une représentation qui serait vraiment la réalité. Et donc, c'est beaucoup plus dérangeant aussi pour ça. Si on prend le cinéma comme quelque chose de cathartique, le mondo est le genre qui va pousser vraiment très très loin, ce curseur-là. Oui, c'est ça, et c'est vrai qu'après il faut rappeler aussi l'historique un petit peu du genre qui est né dans les années 60, à une époque où effectivement il n'y avait pas la télé, il y avait toute une esthétique de ce cinéma qui correspondait à celle des 60s avec la musique de Riz Ortolani, l'usage du Technicolor, et c'était une époque où effectivement c'était une sociologie aussi très particulière où les gens cherchaient cette espèce de à la fois l'exotisme, l'image choc, l'érotisme aussi parce qu'il y avait énormément de scènes sexy, et petit à petit effectivement le genre a évolué en fonction de l'évolution de la société, c'est-à-dire qu'on est arrivé dans les années 70 à un film qui devenait de plus en plus apocalyptique, de plus en plus nihiliste, qui correspondait effectivement à une époque d'effondrement aussi socio-économique, et qui fait que les gens allaient de plus en plus vers des images macabres. Il y avait une sorte de surenchère
dans l'horreur, dans le macabre, et qui a fini par exploser les codes du genre, puisqu'en fait, au bout d'un moment, les films devenaient tellement macabres, insoutenables, avec la série des Faces à la mort, que le public a fini par les rejeter. Le marché s'est effondré et le mondo s'est retrouvé cantonné au marché de la vidéo, jusqu'au moment où il a disparu purement et simplement. C'est-à-dire qu'en fait, le genre avait perdu sa raison d'être, il avait perdu sa raison d'être cinématographique. Il n'y avait qu'en France, en fait, on a fait quelques-uns, les Interdits du Monde, etc., qui étaient encore diffusés en salle, et encore, ils étaient plus dans le circuit pornographique. Et c'est vrai qu'on était finalement dans quelque chose qui allait de plus en plus vers un cinéma classé X, et quelque chose qui sortait effectivement du cadre du cinéma, je dirais, de divertissement courant. Le genre s'était éteint avec l'évolution de la société, l'évolution du marché du film. Bref, il avait fait son temps, quoi. La télévision aussi a pas mal pris le relais, parce que justement, vous parliez de questions morales, ça c'est vachement bien. C'est le mondo a avancé de plus en plus, comme tu disais, dans le macabre, dans l'horreur, etc. Et à un moment donné, les spectateurs ont décroché. Il y avait un véritable décrochement de spectateurs. C'est devenu un marché de niche, parce qu'il a toujours existé. Il y a eu des trucs terribles qui ont été édités, croyez-moi. La télévision, justement, a pris le relais, et elle aussi, quelque part, est devenue mondo, si on peut dire, et on poussait les documentaires jusqu'à un certain point. Ça, les spectateurs l'ont accepté, donc il n'y avait plus besoin d'aller voir du mondo en salle. C'est l'arrivée de la couleur aussi, parce que ça c'est assez marrant, les postes de télévision en noir et blanc, c'était pas la réalité en fait. Le noir et blanc faisait que vous aviez une distance forcément. Qu'est-ce qui faisait foi en termes de réalité? C'était la couleur en fait. Il fallait de la couleur. Et c'est ça qui est très étonnant dans le mondo. Je reviens sur Radio Afrique. Aujourd'hui, c'est quasiment impensable de réaliser un documentaire comme ça en termes de mise en scène. Pourquoi ? Parce qu'il y a un désir de cinéma qui est authentiquement dingue, et c'est du scope couleur absolument magnifique. Il y a une photo qui est divine. Il y a des travelling qui sont mis en place. On se demande comment ils ont fait. Il y a des séquences qui sont absolument terribles, mais qui sont quelque part magnifiques, notamment la chasse aux zèbres. Enfin, c'est quelque chose qui est presque lyrique dans l'horreur, quoi. La musique de Ortolani, voilà. Et c'est ça qui faisait foi en termes de réalité, quoi. Alors qu'aujourd'hui, on est vraiment à l'opposé de ça. On est vraiment plus sur des caméras embarquées. Du moment que ça tremble, ça peut être vrai. On est plutôt sur des choses comme ça, avec du son direct qui est absolument pas du tout travaillé. C'est assez marrant, en fait, comment ce sens du vrai évolue avec l'histoire de la télévision et du cinéma. Oui, et puis cette réflexion aussi, qu'il y a une génération de cinéastes qui a fait du cinéma avec, c'est-à-dire qu'il y a eu cette foi, cette pulsion qui consiste à dire, on va prendre cette réalité et on va en faire des films à grand spectacle. On va faire du Citizen Kane, on va faire du David Lean à partir de ça. Ce qui est assez unique en fait, ça s'est plus refait après, parce que ça correspondait vraiment à une époque. Il y a eu un besoin de cinéma à ce moment-là. Le mondo a correspondu à un besoin de cinéma. Et effectivement, quand le marché vidéo s'en a emparé, quand la télévision après, j'allais dire, est passée par-dessus, ça a rendu le genre caduque, et l'époque avait totalement changé. Les spectateurs, le marché, tout avait été modifié. Il faut rappeler quand même aussi un petit truc, c'est qu'au-delà du mondo, il y a eu quand même des cinéastes, je dirais, connus et reconnus. Je pense notamment à Pasolini, je pense notamment à Claude Lelouch, Antonioni, qui soit ont fait du mondo, soit s'en sont carrément inspirés. Antonioni, il faut quand même le rappeler, parmi ses projets non réalisés, il y avait un film de cannibale quand même. Oui. Qui n'a jamais été tourné avec Jack Nicholson, mais qui était directement inspiré du cinéma mondo. Et pour te répondre, dans la nouvelle version du livre, on allait justement à ces périphéries, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de liens, et surtout on s'en rencontre avec le recul entre le cinéma mondo et les avant-gardes. Donc du coup, les banques d'images mondo, on peut les trouver chez Chris Marker, dans plein d'œuvres qualifiées art et essai, mais aussi dans des films industriels, éducatifs, notamment les films qu'on passait aux États-Unis pour les gens qui avaient fait des excès de vitesse au volant, où on leur montrait des vrais corps, des vrais crashs de voitures. Et en même temps, ces films éducatifs ont reçu des tas de prix. Ils ont permis à rendre obligatoire la ceinture de sécurité. Et en même temps, ils ont traumatisé des générations d'enfants qui étaient obligés de voir tous ces cadavres réels montés avec des musiques toujours très symphoniques et des voix off dans ces films éducatifs. On est allé jusqu'à ces périphéries. Parce qu'il faut le dire,
Je suis sûr que vous connaissez le Mondo de toute manière par les musiques, hein, parce que les plus grands compositeurs de l'époque y ont participé, vu qu'il y avait des budgets assez conséquents. Du coup, ils pouvaient se payer les meilleurs, de Ennio Morricone, voilà, Risortolani, enfin, qui étaient vraiment les meilleurs en Italie. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu la nouvelle version de La Malédiction, voilà, film d'horreur religieuse qui passe dans les pâtés Wilson. Dès le générique du début, c'est la musique de Mondo qui s'appelle Malamondo, faite par Ennio Morricone. La même manière, si vous avez regardé Benny Hill ou Téléfoot il y a quelques années, la musique, ça vient de Mondo qui s'appelle Suède, Enfer et Paradis. Mais bon, ça on l'oublie, hein, mais les musiques ont vraiment marqué, ça a vraiment créé du culte. Souvent, avant même que les gens découvrent les films. On peut citer l'autre exemple aussi du film Drive de Nicolas Winding Refn, qui utilise la très très belle chanson de Risortolani, Oh My Love, qui est extraite du Mondo Les Négriers. Alors juste pour la petite histoire, c'est un Mondo sur la traite négrière, donc comme son nom l'indique, et la chanson Oh My Love en fait est utilisée à titre de contrepoint, puisqu'évidemment c'est un film où l'amour brille par son absence, où il n'y a que des viols, de la violence et de la torture. Et Nicolas Winding Refn, quand il réutilise ça dans son polar routier Drive, il le fait à Ession, c'est-à-dire qu'en fait il utilise ce morceau avec le même effet de contrepoint pour, j'allais dire, démontrer par l'absurde une sorte de monde où Dieu est absentéiste et où l'amour est mort. Il y a vraiment quelque chose de très particulier dans la manière dont la musique fait écho à l'absurdité du monde dans le Mondo. Juste pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à le Mondo aujourd'hui et comment on peut regarder ce cinéma aujourd'hui. Déjà, on a été surpris par rapport au coffret de la presse qu'il y a eu, les gros médias, Le Monde, Libération, tout ça, Télérama, qui parle du Mondo. C'était pas du tout le cas il y a 15 ans quand le premier livre était sorti, où c'était plutôt les fanzines qui en parlaient. Et là, d'ailleurs, on peut vous l'annoncer. Hier, on a appris qu'on était finaliste pour le prix du syndicat de la critique de cinéma. Oui. Dont le résultat sera le 10 février. Mais bon, voilà, on fait partie des 3 finalistes. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que donc les cinéastes à la base du Mondo, notamment Galtiero Jacopetti, qui avait fait Mondo Cane, qui avait été présenté à Cannes en 1962, qui avait eu un succès planétaire énorme. La musique avait même été nommée aux Oscars. Et lui, il avait vraiment un discours sur le montage. Le montage, c'est vraiment très important dans le Mondo. Et cette idée de passer du coq à l'âne et de matraquer le public d'information avec quelque part une ambition poétique d'une sorte de vision globale de tous les rituels humains dans le monde entier, ce qui est un désir impossible. Enfin, c'est beau d'en avoir le désir, mais c'est difficile à le rendre dans un film. Et d'un autre côté, bombarder le spectateur d'informations pour atterrir à une forme de désinformation. Ce qui fait que l'écrivain Ballard, l'écrivain de science-fiction, qui était très très fan des Mondos, qui a écrit un livre en hommage qui s'appelle La foire aux atrocités, disait que dès le Mondo Cane 2, qui était sorti en 1963, après le premier Mondo Cane, où il y avait des scènes véritablement mises en scène, en fait, le public s'y retrouvait totalement et même il appréciait d'autant plus les Mondos et la participation qu'il avait en regardant ces Mondos. Et Ballard disait qu'après ce public qui avait vu toutes les horreurs de la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, aux actualités qui passaient avant les films dans les cinémas, tout d'un coup, ça les intéressait de voir les horreurs de la vie. Et c'est intéressant parce que donc le Mondo est né juste avant en Italie. Il y avait ce qu'ils appelaient les films sexy, qui étaient des films où on faisait le tour du monde, mais des cabarets. Donc on filmait des numéros de striptease. Le cinéaste Galtiero Jacopetti venait de ces films-là. Et puis un jour à Hambourg, dans le quartier de la Reeperbahn, où il y a tous les sex-clubs et tout ça, il s'est rendu compte que le spectacle, il était dans la rue, il était beaucoup plus passionnant. Et c'est là qu'il filme les ivrognes pendant la fête de la bière à Hambourg. Et c'est des scènes hallucinantes qu'on trouve dans le premier Mondo Cane, qui sont à la fois extrêmement pathétiques, dérangeantes. En même temps, force de les voir, elles sont presque belles. Et puis même avec le recul, je suis même allé sur un lieu de tournage. Il y a encore les mêmes marques de bière. La bière Astra, c'est toujours la même depuis le début des années 60. Voilà, le Mondo joue avec tout ça. Et c'est d'autant plus intéressant par rapport à ce que tu disais aujourd'hui, où quand on met la télé, alors moi j'ai pas la télé, mais quand je vois la télé, où il y a des tas d'écrans, avec des tas de phrases qui sortent de partout,
comment on peut en arriver à de l'information et pas de la désinformation, vu cette masse de... On pourrait parler d'Instagram. Hein. Si tu voyais mon fil d'actualité sur Instagram, je dois dérailler avec mes recherches Internet, certainement. Enfin voilà, l'algorithme s'occupe de tout, mais voilà, j'ai une espèce de flow ininterrompu. On trouve des morts en direct sur Instagram, il n'y a aucun souci. Il y a des petites compilations comme ça, des petites pastilles de 30 secondes, des gens qui passent sous des trains, etc. Des gens qui vendent des photos de leurs pieds. Enfin voilà, il y a plein de choses. Voilà, le monde est absolument formidable. Moi, je pense que le mondo ne mourra jamais, en fait. Ou alors, il mourra avec la fin de l'humain. Parce qu'il y aura toujours ce désir de voir, en fait, ce quelque part ne faut pas. Je reviendrai juste sur 2 trucs. Ce truc de génération que tu disais est vachement intéressant. Les gens qui ont découvert le Mondo en salle à l'époque, en 62, donc Mondo Canet, tout simplement la Seconde Guerre mondiale était passée par là. Voilà. Et c'est un public qui peut-être était, alors qui avait le regard moins aiguisé que nous, ça c'est quasiment sûr, mais qui aussi avait beaucoup moins de filtres. Moi, comment j'ai découvert le Mondo? Je l'ai découvert avec mes parents. J'ai découvert ça, je devais avoir 13 ans, peut-être 12 ans, 13 ans, et c'était Face à la mort. Et c'était quelqu'un qui était arrivé chez mes parents avec un magnétoscope, et donc, et cette cassette de location, donc Face à la mort. Voilà, quelqu'un qui était venu manger. Tout ça se passait autour d'une table. C'était absolument festif. Et le gars qui avait loué cette cassette vidéo était super content parce qu'il y avait une exécution capitale dans le film. À la chaise électrique. C'était fascinant, la chaise électrique à l'époque. Je devrais pas dire ça. Et donc, en fait, à 12-13 ans, voilà, juste après un repas, mes parents, en compagnie d'amis, on va regarder Face à la mort, on va voir ce que c'est quand même, cette exécution et tout. Ça n'a choqué absolument personne. Alors, déjà, ils étaient persuadés que c'était vrai, alors que là... moi, je trouvais ça plutôt cool, c'était horrible. Bien sûr, c'est affreux, hein, c'était affreux, mais je trouvais ça plutôt cool de voir quelque chose d'affreux. Voilà. Parce que c'était très difficile à l'époque, quand on avait 12-13 ans, de voir des choses affreuses. Alors j'étais content. Et on voulait voir des choses affreuses. Donc j'étais super content. Et je crois que c'est ça mon premier contact avec le Mondo. Donc aujourd'hui, je crois pas que ça se passerait comme ça. J'y crois pas une seule seconde. Et l'autre point aussi qui est intéressant, c'est la façon de truquer les séquences. Il y avait, je reviens sur Giacopetti et son compère Prosperi, il y avait un talent énorme pour arriver à truquer les séquences. Je crois que c'est dans Mondo Canet numéro 2, je crois que c'est le bonze qui s'immole, qui a été une image marquante des années 60. Et ils ont voulu avoir cette image. Ils l'ont même réclamée à plusieurs chaînes de télévision, parce qu'elle avait été diffusée un petit peu partout, mondialement et tout. Ils voulaient absolument l'utiliser dans Mondo Canet 2, et donc ils n'ont pas pu l'avoir. Alors, bon, je ne sais pas ce qui s'était passé, certainement qu'ils n'avaient pas lâché assez de dollars. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont recréé la séquence. C'est-à-dire qu'ils l'ont recréée entièrement. C'est complètement bidonné. Personnellement, je vous mets au défi de voir la véritable séquence et le résultat de Giacopetti et Prosperi. C'est complètement bluffant. Ces 2 séquences sont absolument identiques jusque dans ses moindres détails. Voilà, chose qui m'a toujours halluciné. Donc il y avait ce talent de truqueur, ce talent de mentir, qui pour moi est un véritable talent, et qui est peut-être l'essence même, encore une fois, c'est l'essence même du cinéma. Donc savoir mentir pour faire croire à quelque chose. Il y avait une critique récemment qui disait que c'était sûrement le genre cinématographique le plus philosophique, et celui qui réfléchit le plus à l'image, en fait, au médium. Je pense que simplement parce que le médium est né avec. Dès les Frères Lumière, on a fait du Mondo. C'est quelque chose qui était complètement intrinsèque, je dirais, à la machine. Pour moi, tout le discours critique s'est greffé après par-dessus sur qu'est-ce que l'art, qu'est-ce que le commerce, etc. Ce sont des discours artificiels, ce sont des discours moraux, qui sont des discours dogmatiques. Mais en réalité, dès qu'on prend une caméra, on fait du Mondo presque inconsciemment. Il y a quelque chose de l'ordre de l'automatisme. C'est une machine fabriquée par un cerveau humain. Le cerveau humain va chercher ce type d'image. Je dirais, tout cerveau est voyeur, toute caméra est voyeuse. Et il y a quelque chose, je dirais, de l'ordre de l'élémentaire, en fait. Pour moi, le Mondo, c'est un cinéma élémentaire. C'est comme on fait chauffer de l'eau, on produit de la vapeur. On fait du cinéma, on produit du Mondo. Point. Je dirais, c'est tout. Ce qui est intéressant aussi, c'est le public, en fait, qui a fait le Mondo. C'est un des rares genres cinématographiques où c'est le public qui a fait le succès du Mondo, et c'est pas du tout la critique. Ça n'a jamais eu bonne presse. Enfin, peut-être dans les fanzines, peut-être dans quelques revues underground, mais ici je parle de la critique officielle qu'on connaît encore aujourd'hui. Tous les films se faisaient torpiller, alors que les films marchaient très 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 bien en salle, en fait. Donc du coup ça c'est intéressant. C'est le public qui s'est dirigé vers ça, et c'est pas une critique ou un mouvement qui les a emmenés. Les gens y allaient naturellement.
Mais d'ailleurs, dans le livre, on s'est amusé à mettre quelques critiques d'époque où il y a carrément des appels au meurtre des réalisateurs. C'est dingue. Ils appellent au lynchage. Il faut que ces gens meurent. Vous écoutez une rencontre à la librairie Ombre Blanche le 24 janvier 2025 autour de la sortie du coffret Mondo Movies, édition Potemkin, avec Maxime Lachaud, Sébastien Guéraud, Franck Lubé et Frédéric Thibault. J'ai une question sur le côté international de la chose. Le mondo, enfin le genre, c'est de présenter des séquences, on va dire choc, glanées dans le monde. Et en même temps, c'est un genre qui s'est complètement exporté. S'il part d'Italie, il y en a eu, mais partout. Tout le monde en a fait du mondo. De l'Australie au Japon, en passant par la Scandinavie, l'Allemagne, la Belgique. Et du coup, comment vous expliquez ça, justement, ce côté international ? Il n'y a pas d'autres genres cinématographiques qui fonctionnent comme ça ? Alors c'est vrai qu'il y avait eu le mondo qui au départ est italien, parce qu'il y avait réellement... Déjà, il y avait la racine du film sexy, et puis il y avait aussi cette appétence, je dirais, du public italien pour un certain type de... Encore une fois, d'images sexy, d'images choc, et tout ce, je dirais, il faut bien le dire aussi, tout le passif post-colonial qui faisait qu'il y avait toute une imagerie héritée des romans populaires, des films de jungle, etc., qui fait que le public italien, culturellement, avait un goût pour ce type d'image, ce type de représentation. Dès qu'on voit le mondo américain, par exemple, on voit que c'est plus du tout à fait les mêmes désirs de cinéma. Le mondo américain va beaucoup plus se focaliser sur les États-Unis, proprement dit, plus que sur ce qui se passe ailleurs. Et donc, évidemment, on va trouver les bagnoles, les pin-up, toute une esthétique chewing-gum. Oui, par exemple, dès Mondo Cannet, il y avait une grosse critique du capitalisme, du tourisme, etc. Et quand on est dans le mondo américain, on est plutôt d'un éloge des nouvelles technologies. Et en même temps, le mondo australien, on va avoir des aborigènes. À chaque fois, ça va se réadapter au contexte, parce qu'au bout du compte, le principe, il est assez simple. Prendre des images, les rassembler ensemble par la musique et la voix off. C'est un principe qui est facile à reproduire. Oui. C'est pour ça que quand les mondos italiens sont rentrés dans le circuit des drive-in américains, dans ces cinémas de plein air, où justement ils avaient les films hollywoodiens très très en retard, donc il y avait toute une autre production qui se montrait dans ces cinémas-là. Donc des mondos, des films d'art et essai européens, des trucs comme ça y étaient montrés. Et vite, certains cinéastes indépendants se sont dit « Ah nous on peut faire ça, ça coûte pas cher, sauf que les scènes dans les Sahara, on va les faire en Californie. » Et alors eux, par contre, c'est extrêmement bidonné. Alors que les Italiens, c'est plus compliqué. Il y a certains mondos, presque tout a l'air vrai. Oui, mais totalement. Mais totalement, et puis on a rencontré quand même des cinéastes mondos, et puis on pourrait se dire, avec le recul, ils vont nous dire que telle scène, elle est fausse, elle est bidonnée et tout ça. Mais non, ils ont l'air sincères. Alors nous, est-ce qu'on est crédules mais en même temps, ils pourraient être très très fiers d'avoir bidonné des scènes. Ce qui est le cas de Face à la mort, où ils ont fait une nouvelle édition, où ils expliquent tous les trucages. Et c'est très très drôle, parce qu'en fait, s'aperçoit que le réalisateur apparaît 7 fois pendant le film avec des barbes et des perruques différentes. Donc il peut y avoir une fierté. Et nous, quand on les a rencontrés, à part une réalisatrice qui a dit « Ouais, mais c'est 2 scènes bidonnées, c'est le producteur, c'est pas moi », tout le reste est vrai. Donc, est-ce que nous, on est crédules, mais ils avaient l'air sincères. Oui, absolument. Après, les réalisateurs italiens, même hors du genre mondo, ont souvent un discours assez... on a pu le constater sur même Bonus DVD. Les cinéastes italiens ont un côté très contradictoire, parfois. Et on peut citer aussi le cas du mondo japonais, qui est là, pour le coup, très friand d'images macabres, morbides, voire carrément nécrophiles. Et le mondo français, qui là, pour le coup, mais ça venait aussi, je pense, d'un certain état de censure qui était plus bas concernant l'érotisme que dans les autres pays européens, qui fait que le mondo français, très très vite, en fait, s'est focalisé spécifiquement sur l'érotisme et très vite sur la pornographie hard, parce que ça correspondait aussi à un esprit du cinéma très français, qui fait qu'on pouvait montrer plus de nudité, plus d'érotisme, plus de sexe dans le cinéma français que partout ailleurs. Après, vous connaissez le dossier, parce que à l'époque, il y avait
un article, je crois, sur Cinérotica. À propos du mondo français, ouais. Le mondo français est assez dingo et assez hédoniste, quelque part. Donc il reste toujours ce côté un peu gaulois, olé, voilà. Il y a toujours ce côté un peu excentrique. Par contre, il y a un truc intéressant, et là, on parle de ça, mais le titre m'échappe, qui est le seul mondo optimiste que je connaisse, que tu as dû voir, qui est passé à l'Étrange Festival, je crois, il y a 2 ans. Parce qu'en général, le mondo est très sombre, donc il y a toujours des conclusions. Et presque. Ça travaille sur les sensations du spectateur. Ouais, c'est presque une fin de l'humanité apocalyptique, quoi. Voilà, vraiment très 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 sombre. Le seul mondo optimiste que je connaisse, et je suis désolé, je me rappelle plus du titre. Ouais, il est passé il y a 2 ans à l'Étrange Festival, ça a été restauré par Gaumont, ça a été présenté par Sylvain Perret. Tout à fait, Paris Secret. C'est Paris Secret, oui, voilà, avec le cheval. Tu te souviens du cheval ? Exactement. Ah voilà, alors ça, c'est formidable parce qu'on a un cheval qui part à l'abattoir. Alors on se dit, on est dans un mondo, on sent que c'est la fin du film, on va se diriger vers quelque chose de qui est absolument pas possible, ça va être irregardable, etc. Eh bien, ce cheval échappe à l'abattoir et s'en va en galopant dans les rues de Paris, comme ça. Et alors ça, c'est superbe comme fin, parce qu'on se dit, tout n'est pas pourri. Voilà, l'animal peut échapper finalement à son triste sort, et finalement, l'humain n'est pas si mauvais que ça. Ce que je ne crois absolument pas. Mais en tout cas, voilà, c'est le seul mondo avec une fin optimiste que je connaisse, parce que sinon, après, tout, c'est vraiment la catastrophe. Si on parle d'optimisme et de cheval, on peut citer la fin de La France interdite, où on va Brigitte Lahaie à poil devant le Mont-Saint-Michel. Hein. C'est vrai. Sur un cheval. C'est optimiste. C'est marrant ce que vous dites, parce qu'il y avait une rencontre à Paris il y a une dizaine de jours, et il y a quelqu'un dans le public qui a dit, mais est-ce qu'aujourd'hui tout n'est pas mondo ? Est-ce qu'on vit pas d'un mauvais mondo où on nous dit que Hitler est de gauche, ce que j'avais appris là, cette rencontre, où il y a Trump à la présidence, etc. Est-ce que tout ça, c'est pas un scénar de mondo, en fait, une sorte de collage absurde? Oui, et puis il faut rappeler qu'aujourd'hui, il y a énormément de films, je dirais des films d'art et essai mainstream, qui se permettent aujourd'hui parfois un certain nombre d'images qu'on ne retrouvait que dans le mondo il y a encore quelques années. Parce que par définition, tous les cinéastes actuels sont, comme à peu près tout le monde, infusés à Internet, où on a la différence entre réalité fiction, documentaire, reconstitution, et le fait qu'on est constamment entouré d'écrans et qu'on vit dans un monde totalement fragmenté. On parlait de Jim G. Ballard tout à l'heure, qui avait déjà théorisé dans les années 60 l'idée qu'on était tous devenus quelque part un peu malades mentaux, dans le sens où on était tellement bombardés d'images. Déjà dans les années 60, il théorisait cette idée on vivait tellement saturé d'écrans et dans des mondes de plus en plus artificiels, médiatisés, que du coup ça avait rendu nos cerveaux totalement fragmentés, qu'il y avait beaucoup de gens qui basculaient dans une sorte de double vie permanente, et forcé de constater que 50 ans après, Ballard avait 1000 fois raison. Il disait que le 21e siècle serait psychotique. Et il avait pas tort du tout. Et en ce sens, c'est vrai que le cinéma, je dirais actuel, ne peut que témoigner de cette espèce de psychose collective, parce qu'effectivement on est constamment bombardé d'informations contradictoires, on navigue constamment dans un univers un peu entre Ballard et William Burroughs. En fait, on vit dans plusieurs mondes au quotidien sans le savoir. On vit dans un film sans le savoir, on traverse des écrans sans le savoir. Donc c'est vrai que le mondo quelque part nous a envahis, et du coup quelque part c'est peut-être aussi la responsabilité des réalisateurs, auteurs, tous les gens qui essaient de témoigner un peu du monde qui nous entoure, de prendre cette fracture à témoin. C'est pour ça aujourd'hui qu'il y a tout un cinéma qui devient de plus en plus citationnel. On va prendre des bouts de films, etc. Il y a toute une culture du mash-up aussi maintenant, où on va faire des films à partir de bouts d'autres films. Ce qui est très mondo aussi dans l'esprit, le fait de fragmenter, de faire du collage. C'est pas aussi gratuit que ça en a l'air, ça témoigne aussi de quelque chose sur notre rapport à l'image et notre rapport au monde, quoi. La manière dont on vit constamment dans un univers saturé d'écran et avec toute cette folie qui nous entoure aussi. Il faut savoir que les mondos se recyclaient eux-mêmes. Oui. Dès les premières années, dès 1963-64, on commence à racheter des séquences à d'autres films mondos pour les mettre dans d'autres. Bon, voilà, donc c'est un genre qui appartient à une époque, comme on a dit, 60-70, mais qui par la VHS a eu une sorte de seconde vie, où les gens découvraient ces films-là avec les magnétoscopes. Et là, il y avait plein de compilations. C'est ce que tu dis, ces sortes de mash-up avant l'heure, où on va prendre une séquence, mais on va changer la musique et tout ça. On fait des sortes de compilation complètement anarchique, et ça fait partie des étapes qui mènent au monde d'aujourd'hui. Oui,
Oui, parce qu'on est vraiment dans quelque chose, encore une fois, qui est hétérogène, qui est impur. Quand on voit l'histoire du cinéma, on s'est aperçu qu'il y avait un moment donné où le cinéma se voyait comme une sorte d'art homogène, quelque chose qui tendait vers une sorte de geste pur, avec des films qui se voulaient qui cherchaient une sorte de pureté artistique. Dans l'arrivée des années 60, 70, etc., où on s'est aperçu que de plus en plus, on a commencé à incorporer du documentaire dans la fiction, de la fiction dans du documentaire. On a commencé à mélanger différents types d'images. On est arrivé après avec les Brian De Palma et autres, qui faisaient qu'on était dans des écrans panoptiques. Donc on arrivait dans un cinéma avec beaucoup de split screen, tout un cinéma qui tentait d'évaluer, je dirais, la multiplicité des écrans et la multiplicité aussi des psychoses. C'était pas un hasard si c'était un cinéma qui traitait beaucoup de folie. Et aujourd'hui, finalement, on est quelque part, on est encore immergé dans ce côté, ce panoptique en fait. Il faut rappeler que Jacopetti, quand il avait filmé la scène d'exécution de Adieu Afrique, a été copié 1000 fois et recyclé 1000 fois parce que les gens en Italie et ailleurs s'étaient aperçus qu'il y avait une sorte d'effet un peu à la blow-up. C'est-à-dire qu'en fait, on était face à une image photographique, une image documentaire, mais avec cette image de mort à l'intérieur, qui du coup devenait une sorte de révélateur de l'état du monde. Je cite Blow Up à Essian parce qu'Antonioni par la suite était très influencé par Le Mondo, et c'est vrai qu'il y a effectivement ce phénomène où on s'aperçoit que cette image documentaire, cette espèce de sorte d'image volée, quelque part elle crée une sorte de vortex, quoi. On est fasciné par cette image, et en même temps ça nous dit quelque chose sur notre rapport au cinéma, notre rapport aussi à notre pulsion de mort, notre pulsion voyeuriste et notre pulsion de mort. Pour rester sur Antonioni, dans Profession reporter. Oui, voilà. Je sais pas si vous vous rappelez, parce que dans Profession reporter, il y a la scène d'exécution. C'est une vraie exécution. Si je me rappelle bien, c'est un documentaire. C'est une image qui a été tournée pour un documentaire. Ensuite, qui doit monter. C'est des images qui restent après que lui est disparu. C'est-à-dire en prenant l'identité. Bon. Bref. Mais voilà, je rentre pas parce que c'est un peu compliqué à résumer. Mais il y a cet aspect mondo, effectivement, où en fait il utilise cette image, il l'intègre et incorpore complètement dans le film. Et si on rentrait dans une analyse du film, on pourrait peut-être dire que c'est finalement le déclencheur ou un des déclencheurs qui fait que le personnage, que Nicholson en fait, il veuille changer d'identité à un moment donné où ça va se présenter. Oui. Peut-être que c'est ce rapport-là. Bon, sur d'autres questions du rapport au cinéma, etc. Oui. C'est passionnant de re-regarder des mondos aujourd'hui. Là, dans le coffret, notamment, il y en a un que tu connais bien qui s'appelle Killing of America. Ouais. Qui a été anobli quelque part un petit peu, parce que c'est un film qui a des bonnes critiques quand même. Oui. Qui est une analyse via le prisme de la violence des États-Unis, tout simplement. Le rapport aux armes à feu. Le rapport aux armes à feu. Des armes à feu. Ça se base autour de toutes ces tentatives, et pas que tentatives, meurtres concrets de présidents américains. Ouais, tout à fait. C'est assez remarquable, et notamment justement par le commentaire. Mais il y a le frère de Paul Schrader, Leonard Schrader, qui était un scénariste, qui s'est occupé du commentaire. Je crois qu'il a écrit tout le commentaire. Je crois, je suis plus sûr. Oui, et Sheldon Renan qui a fait le montage, lui, il avait vraiment un travail d'archiviste dont il avait accès à plein d'images de films. Et quand on voit ces films-là aujourd'hui, on s'aperçoit à quel point ces tueurs en série qu'on voit dans le film, qui sont interviewés devant la caméra, sont tous devenus des figures de la culture populaire. Et ce film de l'assassinat de Kennedy, c'est des images qui sont devenues presque pop, tellement qu'on les a vues, revues. Donc ces films-là, bizarrement, alors le terme que j'utilise n'est pas adéquat, mais même si les cinéastes étaient sûrement totalement irresponsables, je pense qu'il y avait encore une sorte d'innocence dans les premiers mondos, dans les premières décennies. Dans les premiers, après, il y a des trucs intéressants sur la conception des mondos, parce que c'est arrivé quelques fois. C'est-à-dire qu'il y a des réalisateurs qui ont signé des films et ils n'avaient pas tourné une seule image. C'est plutôt des producteurs en fait qui signaient à la réalisation. Ils n'avaient pas tourné en fait une seule image, puisque très souvent on avait des jeunes anthropologues qui gagnaient le continent africain. Et comment ils finançaient leur voyage? Tout simplement, on leur donnait une caméra. Il fallait qu'ils filment. Il fallait qu'ils filment là où ils étaient. Donc, et ils pouvaient tout filmer. Ils avaient une liberté totale. Et en fait, ces bobines de film étaient envoyées en Italie. Ces chercheurs ne savaient pas du tout ce qu'allaient devenir ces images-là. Et en fait, ces images étaient utilisées dans les mondos où elles étaient bien évidemment détournées par le commentaire. Donc voilà. Donc même dans la conception, le mondo, c'est très 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 chaos, quoi. C'est pour ça que c'est fascinant. Parce qu'au milieu de tout ça, il y a des vraies images anthropologiques, des images uniques, c'est ça en fait qui est très curieux. Dans Adieu Afrique, il y a les images du massacre Dar el Salam. En fait, c'est les seules images qui ont été filmées de ce massacre. Il n'y a pas d'autres images, il n'y a pas d'autres témoignages filmés de cet événement. C'est les seules images qu'il y a. Donc c'est
assez fascinant. Sauf que du coup, il y en a certains, et des critiques notamment, qui disent que ça a été traficoté, que c'est pas vrai. Et en fait, Cinecittà, au bout de 50 ans, ils détruisent les rushs. Donc maintenant, personne ne saura. Donc voilà. S'il y a eu fabrication ou pas, mais ça a l'air très vrai quand même. Hein. Non, les images sont vraies. Moi, j'ai une historienne, moi, qui mais moi aussi. Alors, on avait rencontré une historienne aussi. J'ai eu la chance de présenter le film avec une historienne, donc en Suisse, qui m'a donc confirmé en fait la véracité. Elle m'a dit que c'était complètement incroyable. Elle voulait pas voir le film. Ça, c'était assez drôle, en fait. Parce que je l'avais eu au téléphone avant. J'avais expliqué ce que c'était comme Mondo. Vous en avez quelques Mondo qui traînent sur YouTube. Elle avait essayé de regarder. Elle m'a dit, j'ai pas pu arriver jusqu'à la fin. C'est pas possible. C'est affreux. Comment vous pouvez regarder ça? Et après le film, finalement, elle a vu Adieu Afrique. Elle l'a vu en salle. Je sais qu'à la fin du débat, elle est venue me voir et elle m'a dit, il y en a d'autres comme ça. Oui, il y en a plein d'autres comme ça. Gloire d'ailleurs à ce coffret, parce que si vous voulez voir des mondos, c'est pas très simple. Hein. C'est pas un cinéma qui est régulièrement édité. C'est vraiment la première fois qu'il y a au monde un coffret de cette envergure, donc avec vinyle, 4 Blu-ray, des affiches, dont le livre en version augmentée. Il y a nous, il y a un certain Mark Goodall en Angleterre, hein, qui travaillons sur le sujet. Et Kireke Slater, un bouquin génial aussi. Ça a été traduit en français ou pas? Oui, ça a été. Voilà, Killing for Culture. Alors là, qui est très 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 large au niveau de son analyse, qui est un bouquin assez remarquable. Sinon, je crois qu'après le travail est très très restreint. Il y a quelques bons dossiers dans des fanzines. Et il y a un excellent coffret qui est paru aux États-Unis. C'est chez Blue Underground. Qui date un peu maintenant. Qui date un peu, qui est très difficile à trouver. Où il y a Adieu Afrique d'ailleurs dessus, mais il y a Mondo Cane 1, il y a Mondo Cane 2. Il y a les films de Jacopetti et Prosperi, avec un documentaire en fait où c'est Franco Prosperi d'ailleurs qui a accepté d'être interviewé, juste avant qu'il ne disparaisse. Et là où on apprend vraiment beaucoup de choses. Mais c'est vrai que dans le coffret, on a aussi voulu mettre un point de vue critique. En fait, il y a une fiction qui s'appelle La cible dans l'œil, qui a été réalisée par un des co-réalisateurs de Mondo Cane, et qui lui-même, suite au fait qu'il est allé sur le tournage du film Adieu Afrique, il a vu un peu les excès de ce mode de cinéma, et c'est une sorte d'autocritique, avec le scénariste d'Antonioni aussi. C'est ça. C'est un film assez intéressant, qui bien avant le film Cannibal Holocaust, qui était une sorte aussi de critique ultime du Mondo, tout en étant un éloge absolu, parce que c'est une chose et son contraire. De toute façon, les Mondos, c'est toujours... une chose et son contraire. Mais c'est pour ça que tu disais le côté moralisateur et tout. Mais c'est qu'on ne peut pas ranger un Mondo dans une case parce que c'est en même temps l'opposé de... Et c'était Ruggero Deodato de Cannibal Holocaust. Il disait que dès le premier Mondo Cane, en fait, il y avait déjà une critique des excès du Mondo dès le premier film. Et il y a notamment une scène à laquelle il rend hommage dans Cannibal Holocaust, c'est la scène de la tortue. Donc c'est sur l'atoll de Bikini où il y avait eu des essais nucléaires. Et en fait, suite à ça, les animaux, notamment les tortues, perdent le sens de l'orientation. Et donc il y a une tortue qui marche en sens inverse avec donc la musique qui est sur le vinyle qui est dans le coffret. Désespoir animalier, musique sublime. Et donc là, cette scène pose la question de l'intervention de la caméra. Parce que dont les réalisateurs, eux, parlent du droit à l'information, de montrer la réalité telle qu'elle est, qui est un peu l'éthique des photoreporters, comme on peut les voir au Visée de l'Image à Perpignan. On vous montre l'horreur de ce qu'ont causé ces essais nucléaires. Mais d'un autre côté, pourquoi nous, quand on voit l'image, on se dit, mais pourquoi ils ne sauvent pas la tortue? Pourquoi ils ne la ramènent pas dans l'eau? Elle se suicide, en fait. Et donc, ça pose c'est à la fois une chose et son contraire. Et c'est vrai qu'on pourra en débattre pendant des heures. Et les réalisateurs Mondo, ils nous mettent face à ces contradictions, mais forcément, ça choque. Et donc, ce film qui s'appelle La cible dans l'œil, qui est dans le coffret, va du point de vue qu'ils vont trop loin. Ouais, ils sont allés très 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 loin, vraiment, à certains moments, oui. Jacopetti et Prosperi, sur la moralité des genres. Mais peut-être je reviens à ce qu'on a dit au début, en fait. Le Mondo n'est pas du tout moral. C'est peut-être le plus amoral des genres, et peut-être le plus immoral. C'est un genre où il n'y a pas beaucoup de règles, il y a beaucoup de motifs qui reviennent de film en film. Par contre, pour moi, ce qui est essentiel, c'est que, en fait, les films Mondo questionnent votre propre moralité.
Où est-ce que je suis capable d'aller, moi, par exemple? C'est une question que je me suis posée. Parce qu'à un moment donné, quand on voit beaucoup de mondo, au bout du 15e ou du 25e meurtre d'animaux, et de la 150e séquence de striptease ou de changement de sexe, je commençais à me poser des questions. En fait, et c'est vrai. Jusqu'où je peux aller, en fait, jusqu'où je peux aller pour voir des images, etc. Je vois beaucoup moins de mondo que j'en ai vu à une certaine époque, mais quand même j'y reviens de temps en temps parce que justement il y a cette question de morale qui se pose. Voilà, jusqu'où encore je peux aller. Voilà. Oui, puis la question, même la question à 20 €, c'est ce que le cinéma dans son ensemble est moral. C'est particulier de filmer des gens, de prendre une caméra, de filmer quelque chose. C'est particulier, voler une image, même si les gens sont d'accord. Il y a toujours une appropriation du réel. Je dis, il ne faut pas oublier qu'on dit d'une caméra, il y a l'anglicisme du shooting. Il y a toujours eu une analogie entre la caméra et le fusil dès l'invention du cinématographe. Et c'est vrai qu'il y a eu toujours cette dimension, dès l'invention de la machine a été posée. Est-ce que c'est un outil, est-ce que c'est tangent et du côté de la morale? Ah non, mais absolument pas. On parlait de Terre sans pain, la sourdesse tout à l'heure de Buñuel. Et là, on a un bon exemple à la Cinémathèque. C'est ce qu'on avait fait d'ailleurs pendant le Mondo. Donc Terre sans pain, ce documentaire qui est considéré comme très très sérieux, qui est adoré par certains critiques, etc. Les rushs. En fait, on voit Louise Buñuel. Il y a une séquence, en fait, dans le documentaire où on voit un bouquetin qui est sur une falaise comme ça et qui tombe, en fait, puisque les gens récupèrent les bouquetins pour les manger, etc. Et le commentaire dit que de temps en temps, ces animaux tombent, etc. Dans les rushs, en fait, il y a Louise Buñuel avec un assistant équipé d'un fusil, parce que c'est plus pratique pour tuer un animal à distance. Il tire sur le bouquetin. Voilà. Donc tout est truqué, tout est quelque part préparé, peut-être pas à l'extrême, mais en tout cas c'est préparé. C'est Louise Buñuel et c'est vendu comme vrai dans le documentaire. Vous voyez ce que c'est les documents interdits? Alors c'est de Jean-Teddy Philippe. Alors moi j'ai connu les documents interdits à leur diffusion en fait sur Arte. C'est passé sur Arte. Je crois que c'était une fois par semaine. Je crois que c'était le samedi soir vers 20h, quelque chose comme ça. C'était des petites pastilles. Petit film, en noir et blanc d'ailleurs, je crois qu'il n'y en a qu'un seul en couleur, 16 mm, avec des choses étranges qui s'étaient passées, des événements étranges, des disparitions, un naufragé sur une barque par exemple, qui rame et qui aperçoit quelque chose au loin, et donc il se file à une caméra, on explique, il y a un commentaire toujours, il y a un commentaire qui est inlassable d'ailleurs, une très belle voix là qui dit, regardez, voilà, il a une caméra, il se filme, regardez, il aperçoit quelque chose au loin dans la mer. Et le marin disparaît, etc. Et ça revient. Regardez, il aperçoit quelque chose dans la mer, etc. 3 plans sur 4, en fait, on croit apercevoir quelque chose, mais en fait, il n'y a rien. C'est le commentaire qui fait tout. Cette série de petites pastilles, donc, ça s'est déroulé donc sur plusieurs semaines. Il n'y avait pas de générique. Pas de générique de début, il n'y avait pas de générique de fin. C'était donné comme ça aux spectateurs. Et donc, il y a eu un dernier document interdit qui a été diffusé, alors qui est presque parodique, qui se passe dans un camp russe en fait où on a fabriqué des hommes bioniques et où là par contre on se dit ah ouais non mais là il y a quelque chose vraiment qui va pas, ok ça y est, ok ils nous ont pris vraiment pour des imbéciles. Et toute la seconde partie de soirée était un débat sur le pouvoir des images et savoir comment détourner quelque chose. Et Jean-Teddy Philippe expliquait quelque chose moi qui m'est toujours resté, il disait c'est le commentaire va donner de la véracité à votre image. Il y a rien dans les images que j'ai filmées, il le prouvait, il remontrait des extraits, il y avait absolument rien du tout. Et c'était juste le commentaire qui faisait que quelque chose d'étrange était arrivé. Voilà, ça c'est génial. Je peux ajouter un truc aussi, mais ça renvoie à des souvenirs aussi de l'époque où on écrivait la première version du bouquin, donc qui est sorti chez Bazar & Co entre 2007 et 2010, donc à l'époque où il y avait relativement peu d'informations sur Internet, on partait de pas grand-chose, on avait une copie de Killing for Culture en anglais, on avait quelques fanzines, mais finalement on savait pas grand-chose. Et il y a eu un phénomène qu'on a tous les deux ressenti, l'écriture du bouquin a été une sorte quasiment d'enquête, voire d'aventure. On avait voyagé en Italie pour rencontrer les réalisateurs. Enfin bon, il nous est arrivé des tonnes de trucs. Mais la question que tout le monde nous posait, c'est est-ce que vous arrivez à discerner le vrai du faux? C'est la première question qu'on nous posait, c'était qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? En fait, on avait des suppositions, on avait des tas de critères sur le cinéma, genre oui, mais en fait là, on voit que c'est faux. Et en fait, on s'est aperçu à l'usage qu'il y avait énormément de séquences qu'on a crues sincèrement fausses qui étaient vraies, d'autres qu'on a crues vraies qui étaient fausses. On est parfois tombé dans des canulars purs et simples. On a eu des moments de doute absolu où on était totalement dans le flou artistique, et il y a des fois on s'est fait bananer, et vraiment ça peut arriver au meilleur d'entre nous, c'est-à-dire qu'on peut réellement mais aussi par rapport à ce que tu dis, cet équilibre bizarre, je repense à la rencontre qu'il y avait à Paris avec Olivier Père et Jean-François Roger. À un moment, Jean-François Roger mettait aussi l'accent sur le fait que déjà les films italiens ils sont post-synchronisés.
Donc il y a une distance par rapport au réel déjà de base. Et qu'à force qu'il y ait ces distances, ces dispositifs, on arrive à une forme d'onirisme. Et moi, je trouve qu'il y a certains mondos, si on enlève toutes ces questions de morale, de vrai, de faux, on atteint une forme d'onirisme. Parce que ce fait de passer du coq à l'âne par des associations d'idées comme cette voix off qui pourrait être un courant de conscience et tout ça, on atterrit à ces sortes d'amalgames, de collages poétiques. Alors, c'est une poésie parfois barbare ou de mauvais goût. Mais il y a cette dimension-là qui vient aussi, enfin, comme il le disait, de faire soi-disant du cinéma direct avec une post-synchronisation. Donc après, tu as des trucs super bizarres. Il y en a un de Reichenbach, un documentariste français qui avait plein de mondo, et tu as Sex O'Clock USA, où il a fait doubler les Américains par des Français, mais qui imitent à l'accent américain. Donc ça donne un truc incompréhensible, totalement grotesque. Mais c'est censé être du cinéma brut et très dangereux. Et apparemment, ça l'est. C'est du vrai documentaire. Enfin, on ne sait plus. Apparemment, il risque sa vie. Les flics les menacent. Donc on se dit c'est dangereux. Mais on ne sait plus. Alors on peut les prendre aussi comme des objets oniriques et sortir de tous ces questionnements dont on parle depuis 1h30. Sinon, au niveau timing, normalement, on devrait s'arrêter. Il n'y a plus qu'à acheter le livre et... Merci à vous. Merci. Vous venez d'écouter à l'instant une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, vendredi 24 janvier 2025, à l'occasion de la sortie du coffret Mondo Movies chez Potemkin Film, avec les auteurs et spécialistes du genre Maxime Lachaud et Sébastien Guéraud, ainsi que Franck Lubé et Frédéric Thibault de la Cinémathèque de Toulouse. Réalisation et mise en onde Radio, en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.